Bonjour et bienvenue, l'ivresse du moment, mon journal de lecture, ma dernière lecture, Yves Citon, pour une écologie de l'attention. Qui est Yves Citon? Je lis la 4e de couverture. Professeur de littérature et médias à l'Université Paris 8 et co-directeur de la revue Multitude, il a notamment publié Médiarchie, Seuil 2017 et Génération Collapsonaute avec Jacobo Rasmi, Seuil 2020. Et ici, on est dans la collection Point, toujours aux éditions du Seuil, pour une écologie de l'attention. Alors, je vais parcourir un peu ce livre en essayant de capter votre attention. Et pour cela, tout simplement, je vais tourner les pages. J'ai sélectionné quelques passages pour essayer de réfléchir à cette question de l'attention et de l'écologie. Ces deux termes-là ne sont pas forcément liés. D'ailleurs, il montre des graphiques dans son livre sur, justement, est-ce que attention et écologie sont des termes qu'on rapproche ou pas? Et ce qu'il montre, en cherchant entre 1950 et 2008 sur Google Book Ngram User, les occurrences de écologie de l'attention. Et ça donne, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais un encéphalogramme plat. Alors qu'économie de l'attention est déjà plus fréquent. On s'intéresse à économiquement comment susciter l'attention, et avec des questions d'ordre commercial qui vont entrer assez vite en ligne de compte. Commençons par l'avertissement du tout début du livre. Commencer un tel livre par un avertissement, c'est-à-dire attention, faites attention, avec cette idée que attention, c'est aussi le danger. Et d'emblée, un paradoxe va être exprimé par Yves Citon. Un livre consacré à l'épuisement de nos ressources attentionnelles est une contradiction incarnée. Il vous explique pourquoi vous n'aurez pas le temps de le lire. La maison brûle de partout, à tout moment, depuis les petites urgences quotidiennes jusqu'au dérèglement climatique, sous des formes contradictoires, solidarisant la sécheresse des uns avec l'engloutissement annoncé des autres, y compris de villes entières comme Calcutta. Et nous regardons ailleurs. Nous ne lisons pas les signes qui s'écrivent toujours plus gros sur nos murs. Burn before reading. Il aurait fallu écrire un tweet ou une page de blog à diffusion virale, mais pas un livre, fait de chiffres suivis et de phrases complètes. Soit cela prouve qu'on ne croit pas à ce qu'on dit, notre attention n'est pas si menacée, éparpillée, éclatée, mutilée qu'on le prétend, soit cela crie à l'inconséquence. Ce livre démontre qu'il ne peut pas être lu. Alors ce livre peut être lu, la preuve, je l'ai lu. Mais peut-être que vous n'êtes pas assez des gens attentifs pour le lire, ou vous n'avez peut-être juste pas envie de le lire, ou peut-être que vous avez envie, avant d'aller le lire, d'avoir une petite idée de son contenu, et c'est ce que je vais essayer donc de développer dans les quelques minutes qui suivent, en vous rendant attentif à certains éléments, de loin pas tout, et je ne prétends pas faire un résumé précis de ce livre-là, c'est plutôt les éléments qui m'ont intéressé, qui m'ont interrogé, que je vais pointer. Alors il y a une chose intéressante dans ce livre qu'Yves Citon utilise pour susciter l'attention, pour permettre une lecture rapide aussi, c'est qu'il y aura ce qu'il appelle des expressions clés, qu'il écrit en majuscule avec une définition juste après en italique, ce qui va nous permettre d'avoir des balises. Et on pourrait, ce n'est pas comme ça que je l'ai vraiment lu avec une attention la plus approfondie possible,
même si toujours, quand on lit, il y a des moments où on n'est plus tout à fait dedans. Alors qu'est-ce qu'on fait? On revient en arrière, parfois. Moi, c'est assez rare que je revienne en arrière. Où on se dit, bon, bah, ce passage-là, tant pis, et puis là, je me remets dedans. Bref, j'ai donc, moi aussi, eu mes moments plus attentionnés pour ce livre. Et bah, je vais un peu les parcourir à travers aussi ces expressions clés. À la page 69, par exemple, où il est question tout d'abord d'un premier type d'attention qu'il appelle l'attention collective. Souvent, les livres sur l'attention, nous dit-il, sont des livres qui commencent par parler des mécanismes d'attention dans notre cerveau. Il en parle aussi, c'est pas cette partie-là que je vais évoquer dans mes commentaires, sur comment nous sommes attentifs, quels sont les mécanismes psychologiques et neurologiques qui font notre attention. Mais ce qu'il dit, c'est que souvent on commence par là, les livres. Lui, cette partie-là, elle est dans la deuxième partie, même la troisième, je crois. Donc, il essaye d'abord de montrer que c'est quelque chose, l'attention de collectif, lié notamment aux médias. C'est un spécialiste des médias, Yves Citon, auteur d'un livre qui s'appelle Médiarchie, que je n'ai pas lu, mais ayant lu celui-là, je serais assez curieux du contenu de ce Médiarchie. Bref, il est question donc de l'attention collective à travers les médias aujourd'hui. Et il commence notamment par nous parler de ce qu'il appelle le principe d'envoûtement formel. En partant du divertissement, je lis un petit passage à nouveau. Ancrer l'analyse dans la prise en compte de notre attention collective permet de déjouer le discours moralisateur qui, de Pascal à l'école de Francfort, se lamente des effets apparemment incorrigibles des tentations ou des industries relevant du divertissement. D'une part, il est difficile de ne pas reconnaître que les humains, comme les moutons et comme certains poissons, pensent le plus souvent en troupeau et en banc. Notre regard tend à se diriger où nous voyons nos semblables tourner le leur. Ce comportement grégaire entraîne toute une série de turbulences irrationnelles et de configurations sous-optimales en organisant nos comportements autour d'attracteurs stabilisés de façon partiellement chaotique. On peut exprimer ce phénomène à travers un principe d'envoûtement formel. Ça, c'est le mot-clé qu'il met en avant en majuscule, résumant les considérations des pages précédentes. Et il donne une définition de ce principe d'envoûtement formel. L'attention humaine tend à se porter vers les objets dont elle reconnaît les formes, sous l'impulsion de la direction prise par les attentions environnantes. En gros, je suis attentif à ce à quoi on est attentif autour de moi. Donc, cet aspect grégaire, cet aspect de troupeau moutonnier, au fond, il est naturel, il est normal. Et l'attention est un phénomène collectif. Et partir de ce premier critère me paraît assez important et assez intéressant. Et donc, il s'agit de comprendre comment fonctionne collectivement l'attention. Qu'est-ce qui, dans la société actuelle, dans le système qui cherche à capter notre attention aujourd'hui, va nous permettre cette attention. Alors je saute quelques pages, et dans une deuxième partie, après ces envoûtements médiatiques et régimes attentionnels qu'il évoque au début, il va s'intéresser plus particulièrement à ce qu'il appelle le capitalisme attentionnel. Nous vivons dans un monde capitaliste, ce que regrette visiblement Yves Citon, mais bon, c'est un fait, et il essaye d'analyser comment, dans ce système-là, aujourd'hui, on traite l'attention. Et notamment avec ce qu'il appelle
la dynamique d'auto-renforcement circulaire, qui rejoint assez bien l'aspect grégaire et collectif qui le prend comme premier principe. L'attention attire l'attention. L'attention cumulée dans le passé et le présent favorise l'accumulation d'attention à venir. C'est parce que des millions de touristes sont venus voir la Joconde que des millions de touristes se pressent pour voir la Joconde. Et ne regardent pas toutes les autres œuvres qui se trouvent au Louvre. On va au Louvre uniquement pour voir la Joconde. Enfin, la plupart des touristes qui y vont pour ça. Et c'est parce que on a attiré leur attention sur la Joconde, que c'est parce que tout le monde voit la Joconde que si vous allez au Louvre et que vous n'allez pas voir la Joconde, mais seulement des choses complètement inconnues du grand public, on va vous dire, mais pourquoi t'avais l'occasion de voir la Joconde et tu ne l'as pas fait, c'est quand même pas possible. Donc l'attention attire l'attention. On voit bien aussi, c'est un espèce de boule de neige, vous savez, on le voit bien sur par exemple sur les chaînes YouTube, typiquement, si vous avez des petites chaînes comme la mienne, vous essayez de développer des réflexions qui sortent peut-être un peu du cadre ou de la forme habituelle, vous avez difficilement l'attention des gens. Alors là, je la cherche, je suis en train de vous dire, soyez attentifs, abonnez-vous, pouce bleu, là, comme font les youtubeurs professionnels et assez énervants qu'on voit et qui ne sont pas tout à fait ceux que je suis. Je suis plutôt des chaînes qui ont peu d'attention du grand public, mais qui ont la mienne. Bref, il y a un autre exemple qui est donné sur cette question de l'attention qui attire l'attention, c'est l'exemple de Georges Clooney. C'est l'accumulation passée d'attention collective concentrée sur la personne prééminente de Georges Clooney qui lui permet de concentrer notre attention collective sur les machines à café Nespresso. C'est ce que Jean-Michel Espitalier, il faudrait que Jean-Michel Espitalier soit aussi connu que Georges Clooney. J'ai fait une vidéo sur Cowboy de Jean-Michel Espitalier. Voilà, je la mettrai en lien, là, vous voyez un petit machin qui créera votre attention sur Jean-Michel Espitalier. Mais malheureusement, il est moins connu que Georges Clooney. Il ne fait pas de pub pour le café, Jean-Michel Espitalier. Par contre, donc Jean-Michel Espitalier, qu'est-ce qu'il vient faire là? Exprime d'une façon cinglante dans son étonnant petit livre de la célébrité. C'est parce que je suis reconnu que je suis connu. C'est parce que je suis connu qu'on me reconnaît. Et ensuite, on a une citation de la célébrité de Jean-Michel Espitalier, là aussi intéressante au niveau graphique. Toujours la même phrase. Célébrités qui font la télévision, qui fait les célébrités qui font la télévision, célébrités qui font la télévision, qui fait les célébrités qui font la j'arrive plus à le dire, tellement c'est cryptique. Célébrités qui font la télévision, qui fait les célébrités qui font la télévision, célébrités qui font la télévision, qui fait les célébrités qui font la télévision, célébrités, etc. C'est Smartellement qui fait aussi la célébrité. Bon, c'est peut-être pas en répétant ce mantra indéfiniment que je deviendrai célèbre. D'ailleurs, je n'ai aucune intention de devenir célèbre. Mais de susciter quand même l'attention, oui, de ceux qui auraient envie, qui auraient un intérêt, puisqu'on est dans un système capitaliste, à être attentif à ce que je raconte. Continuons notre petit parcours. Il va plus loin. Alors, j'en étais où? J'avais dit la page 133. Qu'est-ce qu'il y a à la page 133? Oui, alors il y a un autre phénomène qui est lié à tout ce que je viens de dire et ce que j'analyse Yves Citon, c'est le phénomène de la numérisation de l'attention. C'est des machines, c'est l'informatique qui suscite notre attention aujourd'hui, surtout ici sur
sur Internet, sur YouTube, comment ce que je barjaque ici devant vous arrive jusqu'à vous et fait que vous allez avoir accès à ceci. Et il y a notamment un susciteur d'attention, une machine à susciter l'attention qui aujourd'hui est hyper puissante, c'est Google. Google, c'est au niveau de l'économie de l'attention, très clairement, ce qui domine le monde. Google, c'est le pouvoir absolu aujourd'hui. C'est ce que Yves Citon appelle une machine attentionnelle à la puissance 2, ou 3, ou n, qui dirige notre attention en fonction de la façon dont les autres internautes ont dirigé leur attention. Toujours une attention collective. 4 dimensions de cette machine d'agrégation de l'attention collective méritent d'être mises en lumière. Alors, je ne vais pas entrer dans les 4 dimensions, mais cette idée que il y a des machines qui dirigent notre attention, elle est quand même extrêmement problématique. Et la numérisation de l'attention, comment faire pour la contourner ou comment faire pour susciter l'attention en sachant que là je suis pris dans cet engrenage de cette machine infernale de l'attention et de Google et que en gros, si je veux que cette vidéo soit vue, il faut qu'elle monte dans la liste de Google et l'algorithme reste assez opaque. Alors on peut essayer de deviner, en plus il change souvent. J'ai moi-même des gens qui me conseillent, mais vous voyez que ma chaîne pour l'instant, parce que elle sort peut-être des sentiers battus. Elle peine à se frayer un chemin. C'est peut-être aussi parce que je ne cherche pas à faire le buzz. Donc voilà. Mais bref, je ne suis pas ici pour parler de moi, enfin pas seulement. Je suis surtout ici pour parler de ce livre-là. Continuons notre parcours. J'avais relevé pas beaucoup plus loin un petit élément. Oui, justement, c'est ce qu'il appelle le ranking. La logique du ranking automatisé par PageRank régit désormais presque toutes nos voies d'accès à Internet. C'est un peu ce que je disais là, Google, YouTube, Amazon, etc. C'est toute la toile qui se voit investie par l'omniprésence de petits audimates locaux préorientant tous mes choix en fonction de notre moutonisme agrégé. D'où la difficulté de ne pas être dans ce qui plaît à la majorité des gens. Comment apporter et faire en sorte qu'il y ait une attention pour ce qui généralement échappe à l'attention. Comment créer une attention nouvelle? Voilà des questions diaboliques pour aujourd'hui. Je continue. Il y est aussi question d'attention présentielle. Parce qu'évidemment, il est plus facile et plus naturel de susciter l'attention quand on est en train de parler à quelqu'un qui est juste là en face de nous que quand on est en train, en différé, de parler à une caméra, mais derrière cette caméra, on imagine qu'il y a quelqu'un, mais les gens à qui je parle là, je ne sais pas qui c'est. Donc, peut-être qu'ils sont en train de se dire « Ah ouais, c'est chouette, c'est intéressant, il faudrait qu'ils creusent plus et qu'ils nous fassent une vidéo qui dure 3h30 là-dessus. » Ou bien ils sont en train de dire 20 minutes quand même, qui nous barjaquent sur son attention. On sait très bien qu'aujourd'hui, si on parle d'un sujet pendant plus de 30 secondes, c'est fini, il n'y a plus personne qui écoute. Voilà, bon, moi j'ai fait le pari ici de parler assez longtemps, parce que, voilà, de toute façon, ce qui est intéressant, petit conseil à votre intention sur l'attention, vous n'arrivez plus à suivre ce que je dis, vous faites pause un petit moment, vous allez prendre un café, vous allez faire ce que vous voulez, vous balader, faire la cuisine, et vous revenez, et puis moi, je serai resté
immobile, vous reposez sur le bouton et vous écoutez la suite. Voilà, vous pouvez même, je crois, faire avancer les choses plus vite. Enfin, il y a plein de trucs pour faire en sorte sur YouTube qu'on soit quand même attentif à des contenus ennuyeux au possible, comme ceux que je suis en train de vous infliger. Bref, fini l'autoflagellation. J'en étais où? Oui, donc le ranking. Google, YouTube, Amazon, c'est toute la toile qui se voit investie par l'omniprésence de petits audimates locaux préorientant tous mes choix en fonction de notre moutonnisme agrégé. Voilà, ça je l'ai déjà dit. Je passe à la suite, parce que j'ai plein de choses encore à dire, mais je ne veux pas non plus abuser de votre attention. Oui, l'attention présentielle. Distanciel, présentiel, on a entendu ces mots tout le temps durant la pandémie, avec le plaisir du présentiel revenu au moment où il y a eu des réouvertures et l'espoir de la présence qui renaît actuellement. Au moment où j'écris, je lis, je dis, qu'est-ce que je suis en train de faire en fond? Vaste question encore. Est-ce que faire une vidéo, c'est écrire? Est-ce que c'est lire? Est-ce que c'est dire? Qu'est-ce que c'est? Bref, si je veux que vous soyez attentifs, il ne faut pas que je parte dans des digressions trop importantes. Il parle notamment de la fascination du suspense gestuel. Rien ne titille davantage notre attention que vivre en direct un geste en train de se faire. Et il prend un exemple qui est évident. Si les sports passionnent tant d'entre nous, aux grandes dames des censeurs rationalistes qui déprécient comme une distraction le fait de concentrer son attention sur 20 joueurs courant après un ballon pour l'envoyer entre deux poteaux, pourquoi 20 joueurs et pas 22, on peut se poser la question, c'est qu'il reste l'un des rares domaines où nous pouvons assister en direct à des gestes irréversibles. Quelle que soit la part de la préparation et de la répétition monotone des mêmes mouvements corporels au cours de milliers d'heures d'entraînement, la performance est toujours un moment où le geste doit excéder tous les efforts de programmation qui l'ont rendu possible. Parce qu'on pousse à l'extrême les capacités du corps sans savoir jusqu'où on peut aller trop loin, comme dans l'athlétisme, parce qu'on ne saurait prévoir les réactions de l'adversaire, comme dans le tennis, parce qu'on agence en temps réel des gestes collectifs misant sur l'intuition des partenaires, comme au football, les sports fascinent notre attention en mettant en scène notre rapport au temps. Et là, je suis obligé de parler du match entre la France et la Suisse à l'Eurofoot 2021, parce que, déjà parce que je suis suisse et que cette victoire de la Suisse inespérée face à la France a été une sorte de revanche nationale, voire nationaliste, avec des fois des relents qui ne m'ont pas toujours plu, contre les invasions napoléoniennes et surtout l'arrogance de nos grands voisins dont nous avons l'habitude d'être jaloux et l'habitude de perdre contre eux dans les grandes rencontres sportives, à part en hockey sur glace, mais en football, mon Dieu, les champions du monde, on les a battus. Après, justement, c'est plus que cette espèce de revanche nationaliste, un peu, j'allais dire, c'est un peu des conflits de bac à sable, ça. Mais ce qu'il dit là correspond à un match de foot, celui-là peut-être en particulier parce que quand il dit que c'est cette idée, que je retrouve le passage, l'un des rares domaines où nous pouvons assister en direct à des gestes irréversibles. Le but. Les 6 buts de ce match, dans l'ordre qui forme les renversements qui ont eu lieu et le moment où on est devant le match et forcément on est attentif parce que tout peut avoir lieu. Et tout a eu lieu dans ce match-là. 1-0 pour la Suisse, déjà au début, surprise. Puis tout d'un coup, penalty raté. Puis
1-1, 2-1, 3-1 pour la France. En Suisse, on est abattu, on se dit, bon, bah, comme d'habitude, on est éliminé en huitième de finale. 3-2, 3-3. Oh, prolongation. Penalty. Mbappé. Yann Sommer. La Suisse en quart de finale. Ensuite, on se fait rétamer par l'Espagne. Enfin, on se fait pas rétamer, on loupe les pénaltys suivants. Mais je suis pas là pour vous raconter l'Eurofoot. Mais là, on est typiquement face à un tel spectacle en direct. Forcément, on est attentif. Même si le foot, on n'en a pas grand-chose à foutre. Rien à foutre du foot. C'est un peu mon cas. Moi, je suis pas au foot. Je dois vous dire que je regardais ce match tranquillement chez moi et que j'ai éteint à 3-1, j'ai éteint, je me suis dit c'est fini, puis d'un coup j'entendais des gens dehors qui criaient, puis j'ai rallumé mon poste. Voilà. Et voilà, j'ai pu entendre les échos de l'enthousiasme que cela suscitait. Donc on voit l'attention présentiel, même si finalement le match avait lieu très loin, à Saint-Pétersbourg, ou je sais plus où, oui, non, à Bucarest, Budapest, enfin bref, ailleurs, ben là on a quelque chose d'assez fascinant. Bref, et avec d'ailleurs le mot-clé suivant, c'est l'effet de foule, d'imprévisibles contagions d'humeur qui se répandent directement d'un spectateur à ses voisins. Ben, là on a un exemple qui va très bien là-dessus. Donc l'attention présentielle. Après donc l'attention collective, le capitalisme attentionnel, c'est un élément évoqué. Il y en a d'autres, je ne vais pas non plus prolonger ça pendant 3 plombes, parce que c'est déjà une vidéo très longue. Il parle aussi de la lecture, parce qu'évidemment on n'est pas devant un livre comme devant un match de football. Bien sûr, il y a qu'on avait des page-turners, des livres où on a envie de savoir la suite, etc. Mais si vous lisez, par exemple, Pour une écologie de l'attention, la difficulté, c'est d'y être attentif jusqu'au bout, et comme on est dans quand même une réflexion conceptuelle assez complexe, ben, il faut se concentrer pour y être attentif, etc. C'est compliqué. Et on se rend bien compte que la lecture est difficile dans un monde où l'attention est captée par la numérisation, souvent une attention beaucoup plus rapide et des stimuli beaucoup plus brefs, qui sont analysés d'ailleurs hein, dans le livre de manière assez intéressante. Une manière finalement d'être attentif, non plus de manière continue, mais plus sporadique, une attention qui peut être très soutenue, mais de plus courte durée. Ce qui, évidemment, est embêtant pour la lecture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il parle ici d'une conception pluraliste de la lecture. C'est-à-dire la nature complémentaire, ou plutôt que rivale, de la lecture rapprochée, de l'hyperlecture distante et de la lecture machinique. Alors, il évoque ces différents types de lecture, mais ce qui est intéressant, c'est cette idée qu'au fond, lire, ça n'est pas forcément se plonger pendant 3 heures dans un livre ou être pleinement tout le temps concentré dessus. Qu'il y a d'autres manières de lecture qui ne sont pas forcément moins valides que la lecture longue et soutenue. Ce que doit nous aider à développer une écologie de l'attention, j'ai peu développé cette idée d'écologie, c'est peut-être la partie que je comprends le moins clairement dans ce qu'il raconte ici, citons, mais ce qui doit nous aider à développer une écologie de l'attention, c'est surtout notre capacité à moduler nos focalisations. Avant d'être attentif, il faut choisir ce à quoi on veut être attentif, de façon à pouvoir alternativement, selon les moments et les besoins, tantôt nous absorber très profondément dans un livre, tantôt le regarder de très loin, au sein du paysage qu'il compose avec d'autres objets culturels. Là, je vous propose justement de regarder ce livre d'un peu plus loin que sa simple lecture, en étant quelqu'un qui n'est qu'un simple lecteur de ce livre. Je ne suis pas l'auteur, je ne fais que vous dire ce que j'en ai compris, et vous lire quelques passages, et puis j'essaie de susciter votre attention, ou
de voir ce qui a retenu ma propre attention à ce livre-là. Et donc il y a déjà une lecture beaucoup moins plongée dans le livre, qui est aussi valable. Et au fond, comme on ne peut pas tout lire, ben, il y a plein de livres, on a entendu parler, tiens. Et puis il y a une idée qui a surgi comme ça au détour d'une vidéo sur Internet, sur YouTube, au détour d'un petit article qu'on a allumé, sans aller lire le livre, d'un petit extrait qu'on a pu entendre, voir, etc. Donc c'est aussi une manière de lire, ça. La lecture sur Internet, la lecture de tweets du fil Facebook, d'un coup il y a un truc pouf, qui suscite notre attention, on entend un truc à la radio. Ça aussi, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas dénigrer totalement. Même si la lecture approfondie reste nécessaire et ça vaut la peine d'aller lire ce livre-là plus en détail, je crois. Alors, bon, là, ça fait vraiment très longtemps que je cause. Il va aussi nous rendre attentifs, j'abuse un peu de ce terme d'attention, forcément, en parlant de l'attention, au discours décliniste. Les discours déclinistes se complaisent à adresser deux reproches contradictoires aux natifs du numérique. D'un côté, les jeunes seraient complètement dépourvus d'esprit critique, gobant naïvement toutes les âneries postées sur Internet. D'un autre côté, ils seraient des sauvageons incivils et rebelles à toute forme d'autorité. Demandons-nous plutôt s'ils ne manifestent pas une autre forme d'esprit critique, qui dérange d'autant plus leurs aînés qu'elle en met à nu les naïvetés et les hypocrisies. De quoi nous plaignons-nous, nous autres professeurs et intellectuels, lorsque nous nous lamentons des déficits attentionnels caractérisant nos divers publics, qu'ils n'écoutent pas en assez grand nombre, ni avec assez de dévotion les paroles d'or qui sortent de nos bouches et de nos plumes. Et si, il cite quelques références, si c'était aussi un peu parce que des fois on commence à plus arriver à parler parce qu'on parle trop longtemps, et si c'était aussi un peu parce que ce que nous disons n'est peut-être finalement pas aussi brillant ni aussi passionnant que nous voulons l'imaginer. Donc s'il y a peu de vues à cette vidéo, je me dirais, bon ben c'est peut-être que j'ai pas été aussi brillant que je m'imagine que je le suis. Ou que les thèses d'Ipsiton ne sont pas si terribles que ça. Je crois pas, je crois que c'est vraiment une réflexion importante sur aujourd'hui, cette question du déficit d'attention dans les écoles, elle est partout là, et il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. La question, quand on est enseignant, c'est de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Je constate que l'attention soutenue est devenue plus difficile, qu'il y a d'autres types d'attention qui existent. Est-ce que je dois quand même miser sur l'attention soutenue et faire un travail important dans ce sens-là? Est-ce que je dois utiliser les autres types d'attention? Voilà, c'est des questions centrales. Venons-en à la fin. Voilà. Il y a la question de la liberté d'expression. Dernier élément, je suis dans la postface ici du livre. Liberté d'expression, est-ce que c'est un problème ? Là, j'ai pris la liberté de m'exprimer. Et je l'ai pris sans demander son avis à personne, sans demander son avis à M. Citon, que je cite. Voilà, j'ai usé et abusé sans doute de ma liberté d'expression. Le problème, il est peut-être pas là. En tout cas, dans des sociétés où la liberté d'expression fait partie des principes fondamentaux. Évidemment, si je vous parlais depuis la Chine, ou depuis la Russie, ou depuis plein d'autres endroits, ce serait peut-être un tout petit peu plus compliqué. Mais le problème de l'attention, et donc il y a un petit sous-chapitre dans sa postface de la liberté d'expression au droit du public à entendre. Et il parle notamment des réseaux sociaux.
et je vais terminer là-dessus, en permettant à chacun, à chacune, de faire office de journaliste, éditorialiste, prêcheur ou intellectuel public. Voilà ce que j'essaye de faire un petit peu. Je ne sais pas si je fais plus le prêcheur ou plus l'intellectuel public. La diffusion des métamédias et le développement des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, etc., n'ont nullement aboli les problèmes liés à la liberté d'expression. Ils en ont toutefois considérablement renouvelé les termes. Toute innovation médiatique apporte de nouvelles façons de créer de nouveaux publics. Les analyses menées pour documenter la désintermédiation ont fait briller l'espoir ou la crainte de voir tout émetteur de contenu pouvoir rentrer directement en contact avec autant de récepteurs que son message pourrait lui attirer. Les youtubeurs les plus célèbres en illustrent la face souriante. Avec un peu d'ingéniosité et beaucoup de chance, tout le monde peut se constituer un public en quelques mois avec l'équipement minimal d'un ordinateur et d'une connexion Internet. La belle et terrible nouvelle d'Alain Damasio, So Far Away, met en scène la face plus inquiétante de cette désintermédiation, qui est bien loin d'équivaloir à une mise à plat des inégalités. Comme les personnages du récit, nous vivons dans un univers saturé de messages qui tendent à se neutraliser les uns les autres de par leur simple pléthore, tandis que quelques grandes puissances médiatiques gardent des positions privilégiées pour assurer le relais et l'arrosage massif de certaines images et de certains agendas. Donc on est pris dans une toile qui est une sorte de conflit généralisé, de guerre mondiale de l'attention. Tout le monde cherche sur la toile, et pas seulement, à susciter l'attention de tout le monde. Or, nous ne pouvons être attentifs à tout. Et le grand défi, c'est de maîtriser cette attention. D'où peut-être ce terme d'écologie de l'attention. On est dans un écosystème extrêmement interdépendant, extrêmement complexe, où des inflexions peuvent avoir lieu. Et ces inflexions, comment est-ce qu'on les favorise, vers quelle direction on les fait advenir? Voilà des questions qui sont des questions infinies. Et c'est là-dessus que je vais terminer, en espérant avoir suscité un peu d'attention, parce que je pense que ce livre-là, pour une écologie de l'attention, mérite de l'attention, et que si nous sommes nombreux à le lire, ben peut-être que nous allons collectivement, puisque l'attention est une affaire collective, faire un peu évoluer les centres d'attention, les centres d'intérêt vers un monde meilleur. Voilà, finissons-en avec cette vidéo par des messages de paix et d'espoir. Pour une écologie de l'attention, Vive Citron.